Bon, alors on va jouer franc jeu. On n'avait pas les sous pour acheter les droits de Supercalifragilisticexpialidocious de Mary Poppins que je souhaitais avoir en introduction pour cet épisode. Fait qu'on s'est tourné vers cette chanson-là pour vous inspirer de l'enchantement, de la magie. OK, on peut l'arrêter. Moi, je suis une avide créatrice de rituels. J'adore ça. C'est comme une façon de me sortir de notre réalité que je trouve souvent bien brutale. Essayer de créer des moments, de faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire, injecter du sens, donner du sens aux choses, aux événements, c'est comme une donnée essentielle à ma survie, à ma santé mentale. Puis je suis convaincue que tout ça, ça part de Mary Poppins. Parce que je voulais tellement être comme elle, illuminer ma réalité. J'ai tellement claqué des doigts dans l'espoir que mon ménage se fasse tout seul, sauter à pieds joints dans des dessins faits à la craie sur de l'asphalte en espérant disparaître dedans, chercher le truc qui me permettrait de voler pour prendre un thé au plafond de ma maison. Mais comme ça marchait pas, qu'il a fallu que j'accepte ma condition d'humaine pas magicienne, ben la création de petits rituels, c'est comme devenu une façon de prendre ma revanche. Par exemple, depuis l'âge de 14 ans, je regarde le soleil se lever à chacun de mes anniversaires. Bon, évidemment, mon époque de nuit blanche festive est un brin passé. Ça me prend un réveil à 4 heures du matin à cette heure pour me lever, mais reste que j'en ai pas raté un. Puis tous les 1er décembre, qui est la date anniversaire du décès de mon père, ben, je reçois ma famille chez moi, puis on monte mon sapin de Noël en mangeant des chips puis en buvant des drinks. Parce que c'était la job de mon père, le montage du sapin. Il adorait faire ça. Fait que faire ça, ce jour-là, ensemble, c'est une façon de célébrer sa mémoire, de le faire exister avec nous, d'une façon plus vibrante que les autres jours de l'année. Et c'est ça qu'on part explorer ici. L'univers du rituel, en passant par le rituel funéraire, bien sûr. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est important? À quoi ça sert? Est-ce qu'on doit en faire? Et du monde du funéraire. Le salon, la paperasse, le testament, les étapes. Y a-t-il une marche à suivre? Ça coûte combien? Pourquoi ça coûte ça? On a-t-il d'autres options? Et on commence ça avec Stéphane Crête. Ça sert à marquer le temps. Pour moi, c'est ça un peu. Je trouve que nos existences sont rapides, sont insensibilisées d'une certaine manière. On s'accroche plus à grand-chose. Fait que le rituel vient nourrir ça, peu importe nos croyances, qu'on ait des croyances ou non. En fait, il vient remettre de l'humanité dans les liens, puis dans notre rapport à soi puis aux autres. Fait que je trouve que ça a cette fonction-là, puis ça me semble essentiel, comme hygiène. C'est comme hygiénique qu'on fasse ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on fait juste jouer à des jeux vidéo, se torcher la face, puis finir dans un centre de soins palliatifs. C'est comme, on dirait que c'est comme, il n'y a pas de sens, sinon. Vous connaissez sûrement Stéphane comme acteur pour l'avoir vu dans votre télé, au cinéma ou au théâtre, dans de multiples projets, rôles dans lesquels il brille. Mais Stéphane, c'est aussi un ritualiste. Il s'intéresse, il étudie, il explore le travail rituel depuis un peu plus de 10 ans. Il est célébrant, enseignant, conférencier et auteur notamment du livre « Marquer le temps », un ouvrage bonbon, aussi instructif que divertissant pour quiconque s'intéresse aux rituels et ou souhaite remettre un peu de sens dans sa vie. Un livre que j'ai dévoré. L'Église avait plusieurs fonctions aussi. Elle tenait les communautés serrées. On se retrouvait sur le perron de l'Église pour se raconter nos affaires. Le village prenait forme. On savait qu'un tel se mariait, on savait qu'un tel était décédé. Puis là, tout ça a éclaté aussi. Puis avec ça, donc, les rituels se sont aussi perdus. Il y a eu comme des traditions qui sont perdues. Puis il y a un rejet aussi. Ça fait comme non, on veut plus rien savoir de ça. Puis il n'y a rien de toute façon. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de Dieu. Dieu est mort. Et fait que ça nous a mis dans une espèce de sas un peu étrange. Ouais. Moi, je crois profondément qu'on a tous besoin d'être réenchantés. C'est comme si nos existences sont désenchantées. On vit dans quelque chose d'un peu plate. Ça va mal, les nouvelles. On est dans une culture de peur beaucoup aussi. On se fait dire attention pour votre. Observe partout, c'est écrit pour votre sécurité. Puis ça devient obsessif quand tu te mets à regarder ça. Là, ça c'est partout. Là. Vous avez mis des caméras pour votre sécurité. Ben non, c'est pour tous vous autres. C'est pas pour ma sécurité à moi.
Bon, enfin, fait que ce désenchantement-là, je trouve qu'il se manifeste dans notre quotidien, alors que tout d'un coup, si on se fait juste un moment avant, tu sais, je donne un exemple, avant le repas, de prendre un moment pour faire, hey, wow, c'est donc bien cool, il y a autant de nourriture sur la table, on est donc bien chanceux, tu sais, bah, on vient d'enchanter notre repas plutôt que se clencher notre bouffe en regardant la télé, tu sais. On vient juste d'épaissir un peu le truc, et cet enchantement-là, il vient nourrir l'âme, puis l'âme a très, très, très soif et très, très faim. Est-ce que tu pourrais me parler de, mettons, si je veux créer un rituel? Je te dirais, l'essentiel, c'est l'intentionnalité. Tu sais, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière le geste que tu veux faire? C'est quoi l'intention? Je donne un exemple. Je me prends mon café parce que je veux me donner un moment de présence. Tu sais, c'est comme, c'est moi, c'est juste moi. Ça ne va pas me déranger. Je regarde pas mes courriels tout de suite. Peu importe c'est quoi, là, mais mon intention, c'est juste moi. Mais si tu dis juste café parce que sans mon café, j'ai mal à la tête toute la journée, mais t'es pas... c'est pas un rituel. Fait que, dépendant de ce que tu vas poser comme intention, ton geste va devenir un geste intentionnel. Puis là, on est dans le rituel. Donc, c'est de la porte d'entrée directe. Paul Lebrun, qui est mon enseignant, disait le rituel, c'est comme un théâtre, mais pour un seul spectateur. Puis ce spectateur-là, c'est l'inconscient. C'est comme si les gestes rituels qu'on pose, on les pose pas pour que notre raison comprenne quelque chose. Ça s'adresse à une autre partie de nous. Comme, je pense que je donne l'exemple. Si tu sens une fleur, puis tu fais « Ah, mon Dieu, ce parfum-là, il me bouleverse. » Tu fais pas « Ah, ben, je vais t'expliquer pourquoi ça te bouleverse. » C'est parce que dans la fleur, il y a de la composante d'azote, puis dedans, le composante chimique, tu n'en as rien à foutre de ça. Le parfum t'a bouleversé. Fait que la poésie puis la raison, c'est deux canaux différents. Et le rituel, il vient vraiment s'adresser au canal de l'inconscient. C'est un marqueur d'analyse, d'une certaine manière, là. Est-ce que ce que vous venez de voir, est-ce que les gestes que vous venez de poser, est-ce que c'est votre inconscient qui les a reçus ou c'est votre raison? Si c'est la raison, bien, ça se peut que ça n'ait pas marché. Mais s'ils font comme « Ah, wow, je pensais que je suis donc touché tout d'un coup. Ah, ping, l'inconscient a reçu quelque chose. » Puis j'ai fait beaucoup d'études autour des rituels de deuil collectif. Donc, des gens qui se mettent ensemble pour être en deuil, pas nécessairement parce que X est décédé, mais nos deuils. Et l'origine de ces enseignements-là viennent d'une tribu au Burkina Faso, les Dagara. Et eux disent, nous, on ne connaît pas la dépression dans notre village parce qu'on est régulièrement en train de bouger notre deuil. Fait qu'eux émettent l'hypothèse que une dépression, c'est juste un deuil qui n'a pas été vécu, qui n'est pas processé. Puis dans notre société, c'est un peu ça qui se passe. On arrive, clac, tu reçois un choc de l'annonce du deuil, il y a la funéraille, puis après ça, 2-3 petites tapes dans le dos, puis ça retourne au travail parce que la vie continue. Et là, oui, dépression. Alors, d'avoir des lieux pour pouvoir ritualiser, remettre en mouvement, poétiser, pour moi, ça a vraiment une capacité, une fonction hygiénique insoupçonnée. Escalier? Escalier. Allez. Tout le monde est quoi? Ça va, escalier? Ici, on est dans la salle qui, normalement, sert pour manger. Déjà, un ressenti en arrivant. Ouais, moi, j'ai eu un petit feeling. Ça, c'est la salle de réception, en fait. Est-ce que vous avez toujours des fleurs fraîches? Mais là, j'imagine que la première étape, c'est les gens vous appellent, en fait. C'est rare que les gens se présentent. Voulez-vous le voir, le centre d'appel? Oui. Ben oui. Bon, bien, on va commencer par là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, j'ose demander ça à David du Studio Edgar avec qui on collabore pour ce balado qui est présent ce jour-là, pour s'assurer qu'on fasse pas n'importe quoi côté son, moi puis Laurence. Mais là, le pauvre, il peine à nous suivre. Il nous regarde courir, enchaîner des questions avec les tympans qui saignent puis les dents qui grincent, tellement on parle fort, une par-dessus l'autre, comme deux coucous pas de tête. Pourquoi? On est énervé de même? C'est parce qu'on vient d'entrer dans un des 7 complexes funéraires appartenant à Memoria. Memoria, c'est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine funéraire depuis plus de 90 ans. On est accompagnés par Joanne Cadieux et Sarah Patrice qui travaillent toutes les deux pour l'entreprise. On s'est dit avec Laurence, quand est-ce qu'on va se promener dans un salon funéraire, en amont, là, sans but, alors qu'on n'y est pas contraint pour voir comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui nous attend là quand on débarque après le décès d'un proche? Eh bien, rarement comme dans jamais, je pense bien. Fait qu'on s'est dit, on va aller faire ça, nous autres. Et je tenais à ce que Laurence vienne avec moi parce que si moi, j'ai eu à me coltiner à ça quand mon père est mort, pour Laurence, c'est une première. Elle a déjà été dans un salon funéraire, là, bien sûr, pour aller offrir ses sympathies, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Fait que c'est ça. Prête pour la visite? Go! Les gens appellent beaucoup plus qu'avant. Beaucoup de gens consultent les sites web et appellent avant de se présenter. Et les gens, ils appellent quand leur personne est décédée? Non, ils appellent des fois pour de l'information
pour des arrangements au préalable. On a des appels pour de l'information parce que quelqu'un est malade et là, on sait qu'on est dans les derniers temps, on ne s'est pas préparé, on veut savoir de quoi ça retourne. On a des appels au moment du décès, puis on a des appels de suivi, de gestion des dossiers qui sont en cours, qui rappellent pour reparler à quelqu'un, leur conseiller. Les fleurs vont-ils arriver? Le cercueil va-tu être là? Ah, bien là, on a des appels de tous nos collaborateurs aussi, des appels de fleuristes, des appels des églises. Est-ce c'est que ça. vos employés sont outillés? Est-ce qu'il y a un protocole, une formation pour accompagner des appels qui sont peut-être plus sensibles ou ça doit arriver, j'imagine, des gens qui appellent vraiment en émotions vives parce qu'ils viennent juste de perdre quelqu'un? Je pense qu'ils font attention à engager des gens qui ont déjà une certaine empathie, qui vont être délicats, qui vont être sensibles. Au début, la première semaine, on est en observation. Donc, on nous fait écouter des appels pour voir un petit peu comment ça se passe. Suite à ça, on va montrer tous les outils techniques du centre d'appel, mais c'est fait directement en pratique. Et puis aussi, on va être jumelé là, à des personnes clés qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas une formation formelle où on est comme en classe. Et Oui, je là, on comprends. nous Il n'y a pas un montre ABC. cartable, là. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais Une marche à suivre. ça prend environ 2 semaines pour pouvoir vraiment utiliser les outils avec un peu d'assistance et à peu près 1 mois pour être autonome. Parce qu'il y a quand même beaucoup de particularités à notre milieu. Souvent, les gens arrivent déjà avec des besoins qui s'expriment. Il y en a qui sont plus explicites sur leurs besoins, puis d'autres moins. Donc, on a un inventaire de services qui peuvent ensuite se personnaliser. Salle de monde. Salle de monde. Salle de monde. C'est assez impressionnant. Là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même. Ben, en fait, il y a 2 grandes lignes. Il y a les cercueils de bois et les cercueils de métal. Là-bas, il y a bois. C'est du bois très verni, donc ça a un aspect quand même lustré. Sinon, il y a un autre en métal. Ouais. Les cercueils en métal, surtout ceux qui sont hermétiques, quand ça ferme, ça vient sceller le cercueil une fois fermé. Je dirais que l'usage du cercueil en métal, c'est pour les cimetières en bâtiment. Parfois érigé au centre de vrais cimetières, mais le nôtre, nous, il est vraiment en ville, à Laval, en fait. Et puis, les cercueils sont dans les murs. Il y a une plaque, puis il y a un grand mur de marbre, là, qui, en fait, chaque plaque derrière, il y a un cercueil. Puis dans les cercueils qu'il y a ici, c'est quoi la valeur de prix? Ici, ça commence dans les 4 000 à peu près. Mais on en a des plus accessibles que ça. Là. Puis ce qui détermine le prix, c'est... Bien, l'essence de bois, en premier lieu. Par exemple, un ici de haut de gamme. Premièrement, le tissu est tout capitonné au lieu d'être juste drapé. Et deuxièmement, un tissu qualité, un velours. Le bois, c'est du cerisier, donc cette essence-là vaut plus cher que d'autres. Et vous voyez, les coins, c'est moulé dans un seul morceau. Bien, en fait, il y a sûrement une jonction, mais on la voit pas. Contrairement à d'autres où on va rajouter un petit ornement, cacher le joint. Donc, c'est plus facile à faire, en fait. Et quand lui, on peut le tirer, je crois. Je pense que oui. Oui. Quand ils ouvrent à moitié comme ça, c'est un couvercle demi-panneau. Celui-ci, c'est un couvercle plein panneau. Donc, quand Les on cercueils- choisit un cercueil, le corps reste là-dedans, exposé et enterré. Et enterré. oui, le même OK, cercueil. Je pensais qu'il y en avait 2, moi. On choisissait un cercueil pour l'exposition, puis après, on en choisissait un C'est drôle. pour... oui! Ouais, bien ça, c'est de ma faute, parce que c'est ce que j'ai vécu, moi, avec mon père, et c'est ce que je raconte dans mon spectacle. Et comme Laurence m'a accompagnée tout du long de cette création, ben c'est l'information qu'elle a assimilée. Mais tous les possibles sont possibles. Que moi, mon père voulait se faire incinérer. Fait qu'on nous a offert l'option de louer un cercueil pour le temps de l'exposition, puis un autre pour l'incinération. Mais si tu décides d'aller en terre... C'est le même. C'est le C'est le même. même, C'est c'est ça. Moi, mon père voulait se faire incinérer. Comme nous aussi, ça fonctionne de la même façon. Oui. On peut louer. Ou il y a des gens qui choisissent un cercueil tout en bois, sans poignée en métal, plus sobre pour le salon. Et ensuite, ils vont incinérer ce cercueil-là, mais on peut en louer un. Puis après, on prend le contenant rudimentaire, le très simple, pour incinérer. Et ensuite, on achète aussi une urne pour contenir les cendres. OK. Les cendres, ça ne contamine pas. C'est stérile, donc il n'y a aucun danger pour l'environnement. OK. Et on peut disperser dans la nature. C'est parfaitement légal au Québec. Il faut avoir l'autorisation du propriétaire du terrain si on est sur un terrain privé, là, mais tant que c'est fait dans la dignité, que c'est fait dans des endroits calmes. C'est ce que la loi dit. Ça dit pas exactement comment. Ça peut dépendre des provinces. Ça dépend de là. l'Europe. Il y a beaucoup d'urnes en bois gravé, en pierre, en granit. En sable. Je vois aussi sur vos petites étiquettes un petit logo artisans locaux fait au Québec. Tu as le petit présentoir. Ça, puis là-dedans, j'ai des petits reliquaires. Des petits objets souvenirs. Oh, son beau. Je peux-tu y toucher? Ben oui, OK. c'est vraiment fait pour ça. Wow. On est à Saint-Antonin, tout près de Rivière-du-Loup, dans l'atelier d'Alexandre Sicotte, en bordure de la 132, avec une magnifique vue sur le fleuve. Alexandre a 29 ans. Je l'ai rencontré par hasard quelque part dans le Kamouraska.
qui j'ai appris qu'il était ébéniste de formation et qui réalisait notamment des urnes funéraires, entièrement faites de bois indigène du Québec, biodégradables donc. Je pouvais pas passer à côté d'une visite. Ton entourage, qu'est-ce qu'ils disent de ça, que tu fasses des urnes? Ils ont trouvé ça un petit peu drôle au début, là. Oui. C'est sûr, là. Ben, tu sais, c'est ça, là, c'est pas classique, là. Tu sais, c'est pas bon, je vais faire des planches à découper ou quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est l'aboutissement quand même d'un cheminement. Tu sais, moi, j'ai fait des premières études en architecture. J'ai fait une technique pour un bac, pour ça, j'ai travaillé en architecture. Puis j'ai comme senti le besoin à un moment donné qu'il y a des choses que ça comblait pas ou que j'allais pas chercher ce que je voulais. Fait que là, j'ai refait un métier d'art en ébénisterie. Fait que là, quand je suis arrivé au bout du métier d'art, ben est arrivée la question. Après, c'est des choses très techniques que tu apprends, mais après, qu'est-ce que tu en fais de ces choses techniques-là? Tu peux faire n'importe quel projet, tu peux faire n'importe quoi. Puis j'avais toujours eu les urnes qui me trottaient à l'esprit parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a cherché beaucoup de sens, tu sais, dans ce que je faisais ou dans notre existence ou tout ça. C'est un côté un peu plus philosophique, tu sais. J'ai comme une grosse crise d'adolescence là-dessus. J'avais comme besoin de réponses, fait que j'en trouvais pas. Puis ça m'est toujours resté, ça. Fait que dans mon travail, pour moi, il faut qu'il y ait, pas des réponses, mais en tout cas que cette quête-là a pu continuer. Fait que les urnes, pour moi, c'était ça, c'était de dire c'est un produit qui parle à quelque chose qui nous dépasse, qui est peut-être un peu spirituel, qui ramène des grandes questions en jeu, puis qui c'est un objet qui est bourré de sens. Fait que je me disais, ça va pouvoir nourrir ma création, puis je vais pouvoir avoir un lien fort aussi avec les gens que je vais rencontrer, puis avec les clients. T'sais, on sera pas dans quelque chose de superficiel. C'est pas un objet de déco. Fait que voilà, c'est ça qui m'a comme amené aux urnes. Puis, c'est clairement relié aussi la quête de sens, puis l'idée qu'on va tous mourir un jour. On parle beaucoup de plus en plus de retour à la nature, retour aux sources, tout ça. Puis pour moi, le bois comme incarne ça aussi, puis incarne une genre de spiritualité dans le fait d'appartenir à quelque chose qui est plus grand. On appartient à une terre, à une forêt. On appartient à quoi qui est plus grand, puis là, les urnes, c'est qu'ils soient en bois. Simplement, juste la matière bois, c'est l'image un petit peu de ça. Puis j'essaie de travailler aussi avec... par exemple, là, on a un bois qui a un petit peu plus de personnalité. C'est de l'être qui est allé dans l'eau. Fait que, il a comme commencé à pourrir, dans le fond, mais ça lui donne comme une belle personnalité parce qu'il y a écrit des lignes bleues, des lignes un peu différentes. Fait que... C'est aussi de dire que les plus beaux morceaux de bois, c'est ceux qui ont du vécu. Qui ont du vécu, c'est ça, exact. Fait que j'essaie de travailler avec ces défauts-là, puis de mettre en valeur que le bois, il est pas parfait comme nous autres, mais ça crée des choses qui sont belles, t'sais. Moi, j'essaie d'offrir des petits rituels. Fait que là, mettons, le premier modèle que j'avais pensé, puis l'idée, c'était de dire que ça, c'est comme deux parties qui sont séparées. Fait qu'on peut mettre l'urne en terre, le cœur de l'urne, avec les cendres, puis on peut garder le ruban en souvenir. Puis là, j'avais l'idée de le mettre autour d'une petite jardinière, comme ça. Puis là, Tu mets un vase. C'est ça, ou moi, je propose de mettre une plante, puis là, quand t'arroses la plante, t'as une petite pensée pour la personne. Mais oui. Fait que là, prendre soin de la plante, c'est comme prendre soin de la mémoire. Fait que c'est comme ça, j'essaie de me raconter un peu des histoires, puis d'essayer de créer les objets qui permettent de faire vivre ces histoires-là. T'sais, mettons, les petits reliquaires, Ils sont magnifiques. ça, c'était une amie qui elle faisait beaucoup de plein air avec sa mère, puis il y a beaucoup d'endroits significatifs qu'elle allait avec elle. Puis ce qu'elle faisait, c'est, par exemple, elle retournait dans un endroit que sa mère aurait bien aimé, elle traînait avec elle, puis elle mettait une petite pince. C'est juste un rituel, dans le fond, qui permet d'entretenir la mémoire puis le lien qu'il y avait. Souvent, mes créations, ce que je fais, c'est long. Là. Je passe par des phases. Ça va aller dans le très complexe. Là, j'ai une idée, puis là, ça se complexifie de plus en plus. Puis là, après, j'essaie d'enlever tout ce que je peux, mais en gardant tout le sens. T'sais. C'est vraiment deux choses que j'essaie d'avoir dans ma pratique, que ce soit simple puis plein de sens. Mais des fois, faire simple, c'est compliqué. Souvent, je vais, mettons, faire une forme, puis là, je vais la mettre là. Là, pendant un mois ou deux, je vais passer devant, puis je vais la regarder, puis je vais dire c'est tout ça, puis là... Si après un mois ou deux, je le trouve encore charmant puis je l'aime encore, ça veut dire que c'est bon, tu sais. Sinon, je recommence. Ah ouais? C'est long, là, tu sais, c'est ça, c'est long, mais plus que je suis dans le domaine puis que je fabrique des urnes, là, ma réflexion est alimentée par tout le monde que je rencontre, puis le cheminement que je fais là-dedans, tu sais, j'en apprends beaucoup, puis... C'est comme un outil ou une étape dans le cheminement de la personne. Puis chacun vit vraiment différemment. Fait que moi, ce que je me dis, c'est dans le moment X que je suis avec la personne, j'essaie de l'aider à cheminer puis tout ça. Est-ce que ça a fait évoluer des choses par rapport à ton rapport avec la mort? Oh, ça accélère clairement les choses. Clairement. Ça accélère des réflexions que j'aurais pas eues à 29 ans par rapport à moi-même, puis à mes proches, puis tout ça, t'sais.
Est-ce que tu es inspiré par la nature du Bas-Saint-Laurent? Ah, c'est clair. J'essaie aussi d'écouter. C'est quand les gens me parlent, tu sais, moi, mon père, il aimait ça bricoler le bois, puis j'écoute c'est quoi les symboles que les gens aiment, puis j'essaie de ramener ça dans mon travail. Pour moi, c'est très vivant, tu sais, mon travail, même si je travaille pour célébrer la mort, moi, dans ma création, puis dans ce que je fais, je mets beaucoup d'attention dans ce que je fais. J'essaie de mettre de l'amour. Tu sais, pour moi, l'attention, c'est un peu synonyme d'amour aussi. En fait, c'est la même urne. Les deux bleus, il y en a une qui est plus grosse que l'autre parce que c'est une double. On peut mettre 2 sacs. La plupart du temps, c'est le couple. Par exemple, sur les pierres tombales, c'est souvent qu'il y a les 2 noms, il y a les dates de naissance en attendant qu'ils décèdent. Donc, ils ont acheté leur lot. Quand on prend des pré-arrangements, on peut choisir déjà son urne double, puis ensuite, l'urne, elle va recueillir les cendres du premier qui va décéder. En général, les urnes doubles, c'est plus pour la conservation à la maison ou en columbarium. Quand le deuxième décédera, on ira la chercher, on va l'ouvrir, on va mettre les cendres. Comme ça, les cendres resteront à jamais ensemble. Si par exemple, une femme qui avait beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants, chacun veut garder un petit souvenir, un petit quelque chose d'elle, on peut faire des sachets de cendres et préparer autant de reliquaires qu'il y aura d'enfants. Chacun garde ça à la maison. On peut aussi faire des bijoux cinéraires qui mêlent la pierre ou le verre aux cendres. Comme un peu on fait avec le lait maternel. Oui, tout à fait. Quoi? Oui, je connais ça. À la fin de l'allaitement, on prend un peu de lait maternel, puis on peut le transformer en bijou. Souvent, ça ressemble à une perle. Puis on le porte comme un symbole de comme. T'arrives avec ton lait chez le joaillier? Oui, absolument. Puis là, il fait un petit bijou. Comme les cendres. Voilà. Comme les cendres, quoi. Toi, t'en as-tu? Non. Ah. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clémence. Je m'appelle Steve. Andrea. Alors, Clémence, Oui. quelle est la chanson que tu voudrais faire entendre à tes funérailles? Oh, God. J'aurais pas dû accepter de répondre à ta question. Faire jouer à mes funérailles, oh boy. Oh mon Dieu. Oh! Très bonne question. Attends, j'ai le temps d'y penser 2 minutes, là. J'ai toujours voulu quelque chose de vraiment ridicule, comme genre il mouillera plus de pantoute, il mouillera plus de pantoute. Genre un truc super clownesque, juste pour que les gens soient déstabilisés. Faire une petite blague. Tu voudrais partir en laissant une petite blague. Ouais, une petite blague pour la fin. Ben écoute, spontanément, mais je te dirais que c'est demain, il fera beau. Parce que j'espère que je vais laisser, un héritage intérieur à mes proches, puis qui vont s'en servir pour être heureux pour le reste de leur vie. C'est une chanson, moi, qui m'élève puis qui me transporte. Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Le cercueil, il est protocolaire, il impose. Le corps est à l'intérieur, il doit se manipuler avec soin, assez complexe à manipuler. Une urne, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même affect, c'est des cendres, c'est plus abstrait, puis ça se prend. Je pourrais le prendre avec ma main, le mettre en dessous de mon bras. Fait que le sacré est plus difficile à... Puis là, c'est ce que j'observe dans les salons funéraires. On fait des expériences, on essaye. Fait que récemment, j'ai découvert le pas funéraire. Fait que là, il y a comme des directeurs de funérailles qui ils prennent l'urne, puis là, ils ont un pas funéraire qui est un peu pas loin du pas militaire. Tu sais, comme un pas en avant, un arrêt. Un pas, les 2 pieds se rejoints. Un pas. Puis là, pendant ce temps-là, ils tiennent l'urne à 2 mains devant eux. Fait qu'ils essaient de créer du sacré. Des fois, c'est un peu maladroit ou, tu sais, bon, l'intention est belle, mais... fait qu'on est vraiment là, tu sais, de faire comment continuer à magnifier cet objet-là alors qu'il a perdu toute la superbe que le cercueil pouvait avoir. Puis qu'est-ce qu'on fait avec après aussi? Pour le moment, on le met dans une niche en columbarium. Ça va. Pour certaines personnes, c'est bien. Ils peuvent aller se recueillir. C'est là. Pour d'autres, ça devient un peu... C'est quand même aller se mettre dans une vitrine. Fait qu'il y en a pour qui c'est comme, ça me correspond pas. Le laisser sur sa cheminée, ça peut faire un temps, mais j'entends beaucoup de témoignages de gens qui font, après un certain temps, c'est comme si j'oublie qu'il est là, puis je me sens mal. C'est comme si ça prend la poussière, puis je sais plus comment me comporter, parce qu'au début, je payais un certain intérêt ou un respect, puis là, tout d'un coup, ça fait une couple d'années, fait que là, je me sens mal, fait que là, je le descends dans la cave. Puis... Fait qu'il y a toute une éducation culturelle, je te dirais, ou sociale à faire autour de ça, mais on est encore en train de la découvrir. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? On n'a pas de réponse encore, donc. Clairement pas. Fait que si quelqu'un est avec son urne à la maison, fait comme je sais pas quoi faire avec ça, on a envie de dire c'est normal. Ce que je suggère, en tout cas, aux gens, après un certain temps, s'ils l'ont gardé à la maison, puis ils mettent en conscience que
Il y a un cycle qui est bouclé. C'était précieux peut-être pendant certains temps que cette urne-là était là. Mais à partir de le mettre en conscience, plutôt que de se sentir coupable, bien, ritualiser le mouvement. C'est de faire, bon, ben c'est complet. Cette étape-là de l'urne sur la cheminée, c'est complet. Je vais maintenant prendre ça, puis je vais le déplacer ailleurs. Je vais aller justement le remettre dans un columbarium. Je vais aller l'enterrer dans un cimetière. Je vais disperser les cendres. Mais je vais faire un geste intentionnel pour boucler cette étape-là plutôt que juste me sentir mal qu'il y a de la poussière sur l'urne puis que je sais plus quoi faire avec. Fait que je vais remettre dans le sous-sol. Fait que, à partir du moment où on met de la conscience sur un passage, puis on le fait, on vient de se mettre en mouvement, puis ça fait une bonne différence. Si, exemple, moi, j'ai une vision très bohème de la vie et la mort et je décide de dire, moi, je ne veux rien de tout ça. Je veux pas de cercueil, je veux pas de pendentif, je veux pas d'urne. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Oui, on a de belles alternatives. Par exemple, on te livre ceci. C'est-à-dire qu'on a mélangé les cendres à la terre, on y a planté un rosier et ensuite, libre à toi de le planter dans ton jardin. Avec le contenant. Beau. Oui. Le but, c'était d'aider les gens à ce qu'ils n'aient pas à manipuler directement les cendres. Celle-ci, c'est une urne éphémère puisqu'elle est en fibre de coton. OK. Donc elle va flotter sur l'eau, puis à un moment donné, elle va partir, puis elle va évidemment se dissoudre. Puis Memoria a un brevet. Memoria a créé ce qu'on appelle l'urne de glace. Donc c'est une urne sculptée en glace. Donc on la fabrique, puis on la conserve au congélateur, évidemment. Et en fait, elle est faite pour être mise à l'eau. Puis c'est magnifique parce qu'en plus, tu peux mettre des fleurs dessus, puis tu les regardes partir jusqu'à ce qu'à un moment, tu ne la vois plus. Et puis, voilà. On a même un cercueil en bois non verni. C'est un bois clair. Oui, et on peut dessiner dessus. Ouais, comme un plat. C'est extraordinaire. Puis on l'a vécu parce que notre ancienne directrice a perdu son papa. Et donc, son papa avait été embaumé et était dans ce cercueil. Et puis, il y avait pas mal d'enfants à ces funérailles-là. Et il y avait plein de feutres. Et puis, ils attrapaient les feutres. Ils écrivaient « Bon voyage, papy ». Ils faisaient des fleurs, des papillons. C'était extraordinaire. Quelle merveilleuse façon, finalement, de détabouiser, de ne pas essayer de cacher les choses. Ben oui, c'est papy, puis il est décédé. Dans la clientèle, toutes les options qui s'offrent suscitent différentes réactions ou opinions. Je vais vous donner un exemple. Apporter les cendres à la maison. Oui, okay. Il y a des gens pour qui c'est impensable. Ils ne se sentent pas capables de voir de référence physique de la personne. Et puis pour eux, juste le savoir, c'est trop difficile émotionnellement. Ils ne peuvent pas avoir les cendres près d'eux. Tandis qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est le contraire. Ils ne sont pas capables de se détacher et le fait d'avoir quelque chose qui vient de la personne, qui représente physiquement la personne, ça les aide. Même au niveau de séparer des cendres et les garder tout ensemble, il y a 2 points de vue là-dessus aussi. Ça vient en fait s'appuyer sur les valeurs de la personne, la culture de la personne, les expériences. Pour ça, il faut être à l'écoute. Et c'est important que les gens sachent qu'on peut faire autrement. Beaucoup a changé. Comme je dis, c'est pas nécessairement pour le pire. J'ai commencé, c'était des visites 2 à 4, 7 à 9. C'était beaucoup plus cercueil. Ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, plus des journées de juste peut-être 1 heure ou 2 de visite, puis la funéraille tout de suite après. La famille veut ça fait vite, pas que ça dure trop longtemps. Beaucoup moins de services à l'église, des services au salon ici. Lui, avec son bel accent chantant du Nouveau-Brunswick, c'est Cédric Gautreau. Il a 25 ans, il est embaumeur, puis directeur de salon funéraire. On l'a découvert en visionnant le magnifique documentaire « Croque-mort, c'est beau la vie », que je ne saurais que trop vous recommander, qui a été réalisé par Georges Hannan en 2022. À 7 ans, pendant que moi, je rêvais de devenir comédienne, ou Mary Poppins, Cédric, lui, rêvait de devenir directeur de salon funéraire. Tu te présentes en disant que tu es le Cédric... À Claude Frank. C'est ça. Ouais, on va tout par génération par chez nous. La raison, ça, je pense, c'était longtemps passé, comme il y avait beaucoup d'exemples de Paul Leblanc. Ben, il fallait que tu identifies quel Paul Leblanc que tu étais. Parce qu'il y avait 5 Paul Leblanc dans le village, ben, si tu voulais parler d'un tel, voulais que tu dises Paul à s'aimer entendre, tu sais. Fait que t'as toujours un peu tes ancêtres puis ta lignée familiale pas loin avec toi. Moi, c'est fort pour moi, ouais. Je suis beaucoup proche avec mes grands-parents. Ils m'ont beaucoup appris du côté de leur génération, comment c'était les coutumes. Par ici, au Nouveau-Brunswick, t'as pas le choix d'être licencié directeur de funéraire, puis embaumeur. D'autres provinces, c'est différent. T'as pas besoin d'être les deux, mais ici, au Nouveau-Brunswick, t'as pas le choix d'être les deux. Mais les deux vraiment me plaisent. Mon premier embaumement, comme quand j'étais au secondaire, nous autres par ici,
Tu as 3-4 mois que dans l'après-midi ou l'avant-midi, tu choisis une place que tu vas aller pour un stage pour voir si tu aimerais vraiment ce métier-là ou pas. Puis là, je pensais, OK, j'ai jamais vu d'embauchement, comment ça va se faire? T'as bien beau le voir sur des vidéos sur YouTube, mais je vous assure, c'est pas la vraie vérité de quoi vous voyez sur des films non plus. Là. Puis quand j'ai été voir ma première embauchement, j'ai pensé soit ça va bien aller ou soit j'ai évanoui par terre. Mais j'ai pas évanoui. Si oui, j'aurais pas continué. Mon père est organiste à l'église, puis c'est avec lui que j'ai appris à chanter, puis à aller dans les funérailles. Puis ça a comme piqué la curiosité. Donc, veux pas, c'est là que j'ai eu le goût pour ça que je voulais faire pour ma job plus tard dans ma vie. C'est là que j'ai pris la piqûre. Là. But, ça me gênait de le dire au monde aussi. Je le disais à mes chums que j'avais à l'école puis ça. Puis, ma mère est comme ben du monde, elle a peur de la mort, elle aime pas parler de ça. Tu sais, quand je vais souper là, puis je parle de ma job, là, c'est 10 ans pas trop, là. Mais comme moi, ta mère. Ouais. Non, j'ai jamais eu peur de la mort. J'ai été intrigué par la mort. Je pense que les gens ont peur de la mort parce que c'est pas le coup qui était trop parlé. Comme à l'école, quand je suis à l'école, tu as les enseignants puis les conseillères en orientation qui suggèrent plein de métiers, mais tu n'as jamais le métier de directeur funéraire directeur de funéraire qui est sur la liste. C'est pas de quoi qui est parlé, c'est pas de quoi qui est connu. Il y a beaucoup d'inconnus au niveau de la mort. Les gens pensent que quand on est derrière les portes fermées, c'est vraiment quoi qui est pas humain qu'on fait, mais totalement le contraire. On soigne chaque corps qu'on a, chaque famille qu'on sert, je les sers comme si c'est un membre de ma famille. Je me dis, ils ont le droit au même respect que si ce serait moi qui serais à leur place. Ce job ici, pas nécessairement tout le monde pourrait la faire, mais c'est comme moi je dis, je pourrais pas être un ambulancier. J'admire les gens qui sont infirmières, tu sais, qui soignent des personnes. Surtout, c'est toutes des vocations. On a toute notre place sur cette terre ici à faire un job qu'on aime. Puis, c'est comme j'ai tout le temps dit, si t'aimes pas ta job, ça va paraître. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à une mort qui a été difficile et qui t'a vraiment bouleversé? Oui, c'est au niveau quand ma grand-mère est décédée du bord de ma mère. Là, ça faisait juste 2 semaines, j'avais été licencié de mon cours. Mon patron était parti en vacances. Elle est décédée, c'est moi qui l'ai embaumé. Pas que j'avais pas de choix. C'est moi qui voulais lui donner le dernier cadeau que j'aurais pu y faire. Elle a pris malade avant que j'aie pris mon cours de directeur de funérailles. Elle a jamais su que c'est ce site que je fais. Puis si elle aurait su ça, elle aurait été vraiment, vraiment contente de savoir que c'est dans ce domaine ici que je m'alignais. Est-ce que ton métier puis le fait de voir des corps morts presque à tous les jours, là, ça a changé ton rapport à ta propre vie? Oui, parce que tu peux voir comment vite qu'elle peut être enlevée. Si tu as de quoi que tu aimes à faire, fais-le stir, attends pas, ne remets pas ça l'année prochaine, fais-le dans le temps que tu peux. Et la fun, ben, fais-le en watchant pareil. Va pas chercher l'amour avant qu'elle vienne, mais faut que tu profites de la vie. Il y a des moments marquants dans notre histoire là, au Québec, en commençant par la religion que les gens ont abandonnée. Et l'arrivée de la crémation s'est faite à peu près en même temps. Il y a eu l'arrivée des columbariums aussi comme une alternative. Ensuite, il y a eu beaucoup d'immigration. Donc, il a fallu accueillir ces rituels et les incorporer au milieu. Il y a eu un grand vide à un certain moment qui s'est créé, des gens qui se disaient soit athées ou soit agnostiques. Et nous, on a dû essayer de trouver des rituels pour ces gens-là parce qu'on a quand même besoin de sens. L'être humain a besoin de sens. Alors, si la religion ne nous fournit plus le sens, bien, il faut le trouver en quelque part dans une quelconque spiritualité, dans une quelconque philosophie de vie, sinon, mais je veux dire, il faut trouver du sens. Donc, il y a eu plus récemment le phénomène de la COVID qui a eu 2 effets. Un effet négatif et un effet plus positif. L'effet positif, c'est le constat que c'est important parce qu'on n'en a pas eu, on a vu le dommage que ça peut avoir fait. On en a souffert. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui disent, si on a pu le vivre comme ça, c'est qu'on a le droit, ça leur a enlevé une certaine pression. Dans cette pression qu'on s'enlève, bien là, peut-être qu'on s'en enlève un peu trop parce qu'il y a peut-être des gens autour de nous qui ont besoin de quelque chose quand même. Là. Peut-être nous-mêmes, on a besoin de quelque chose, puis on ne le sait pas tout de suite, là, puis qu'après, le contre-coup va revenir, puis on va regretter
Ça va aussi avec la société qui, présentement, tout va vite. On est très, très, très sollicité de toutes sortes de divertissements. On n'a même pas le temps de penser, d'avoir un moment de solitude, d'avoir un moment de rétrospection sur sa vie. Donc, à ce moment-là, ça fait que c'est comme pas important. J'ai pas le temps d'y penser. On est dans cette espèce de course. Il faut continuer. On a d'autres choses à faire. Mais après, un jour, ça peut nous... À travers un sentiment de vide, justement. De vide, un jour, ça peut nous rattraper. On peut vivre des sentiments même dépressifs puis se dire, voyons, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Un des enseignants récents avec lequel j'étudie, il dit il y a comme 2 grands mots à l'Occident présentement, puis c'est l'amnésie et l'anesthésie. Fait que l'amnésie, parce qu'on a tout oublié, tu sais. On a oublié toutes nos histoires, on a oublié nos ancêtres, le nom de nos ancêtres, on a oublié c'était quoi les chants que nos grands-parents connaissaient. Tu sais, on a oublié. Et l'anesthésie, c'est qu'on veut pas ressentir, parce que c'est trop intense. Fait qu'on veut pas rentrer en lien, on veut pas s'arrêter pour faire comme « Hey, je pense que je vais pas bien. Ah, je pense que je suis en train de faire un burn-out. » On veut pas. Fait qu'on continue. Alors, l'anesthésie est un moteur qui fait qu'on est tous un peu en train de courir à notre perte d'une certaine manière parce qu'on ne veut pas arrêter. Et c'est ce que les gens, quand j'enseigne auprès des entreprises funéraires, souvent, ils disent que les gens qui viennent faire leur préarrangement, faites pas ça long, je veux pas déranger, il faut pas que le monde pleure, là, on veut pas que ce soit trop... On va pas se mettre à pleurer. Et les funérailles, ben c'est pas vrai que c'est un moment de divertissement, c'est un moment pour ressentir. C'est tellement vertigineux de vouloir faire ça, fait qu'on fait juste s'anesthésier, fait qu'on va comme faire le party, on va écouter des séries télé, peu importe ce qu'on va faire, mais... Alors qu'on a si besoin, je peux pas faire le party si j'ai pas eu le moment avant de faire « Hey, je me sens mille affaires. » Je peux me sentir triste comme je peux me sentir coupable. Je peux me sentir que j'ai pas eu le temps de dire ça. Je peux me sentir fâché parce que, maudit, la vie est injuste. Si j'ai pas d'espace pour bouger ça, c'est pas vrai que j'ai le goût de faire « Wouhou, on ouvre des bouteilles. » Ou si je le fais, ça va être plastique. Fait que de l'autre bord de ces larmes-là, souvent, il y a du dégagement. Ça fait comme « Hey, wow, ça m'a fait du bien, merci. » Elle, c'est Catherine. Catherine Gingres. On se connaît toutes les deux depuis qu'on est toutes petites, parce que nos parents étaient des grands amis. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Ah, elle est là, France. Oui, je reconnais la photo. Oui. Mon Dieu. France, c'est sa maman, aussi la meilleure amie de ma mère. France est décédée en février dernier, après s'être démené le corps avec un cancer sur un peu plus d'1 décennie. France, vous allez l'entendre, c'était une femme supra-active, toujours pleine d'idées, de projets. Puis son dernier, ça a été de planifier quasi l'entièreté de ses funérailles, qui se sont déroulées dans un magnifique hôtel. Événement qu'elle a baptisé sa célébration de vie. Moi, quand elle me parlait qu'elle préparait sa célébration de vie, au fond de moi, je la trouvais courageuse. Et quelque part, ben, je veux pas dire ça de façon méchante, mais un peu folle de le faire. Tu sais, je me disais, ben voyons donc qu'elle fait ça. Elle est en stade terminal. Je me disais, c'est à nous de le faire. Dans sa tête, je suis certaine que c'était pour nous sauver du trouble. Puis aussi parce qu'elle voulait être en contrôle de ce qui allait se passer. Puis que ça lui faisait un dernier projet. Parce que rendu en stade terminal, tu peux pas dire, moi, j'ai le projet d'aller faire tel voyage ou monter le Kilimanjaro ou partir en affaires. Il y a pas grand-chose que tu peux faire. Puis elle, c'était une femme de projet. Elle carburait au projet, ma mère. Donc, il fallait un projet. Elle a commencé des rénovations de sa maison, puis elle préparait sa célébration de vie. C'était ça, ses projets de Ah oui, elle a fait des rénaux en même temps. Oui, des rénaux. Des rénaux qu'on a dû finir au printemps. Vous allez aussi entendre la voix de Karine qui s'est jointe à la conversation. Karine a été désignée de son vivant par France pour accompagner Catherine dans l'organisation de tout ça. Les derniers mois avant son décès, ma mère était quand même relativement, entre guillemets, en forme pour une personne en stade final. Elle s'entraînait, puis elle organisait justement ses rassemblements avec ses amis là, pour faire un dernier au revoir. Puis elle me racontait qu'elle travaillait sur sa célébration de vie. Puis moi, j'osais pas trop poser des questions là-dessus parce que pour moi, c'était trop confrontant, comme je le disais. Mais est arrivé le jour où est-ce que ma mère a dû rentrer là, en maison de soins palliatifs. Elle allait vraiment plus bien. La fin s'en venait. Puis moi, je suis allée la visiter. Mais stratégiquement, ma mère avait invité Karine cette journée-là. Penses-tu que c'était voulu?
Oui. Moi, Oui? je pense que oui, elle m'a placée sur le fait accompli. Elle m'a pas dit, veux-tu venir me voir? OK. Et Karine, qui va m'aider à organiser les OK. funérailles, va être là. Non, OK, non. OK. C'était organisé. Je crois que oui, J'adore je la connais. Puis elle me connaissait bien. J'adore ça. Il valait mieux me placer sur le fait accompli Oui. que me dire, veux-tu venir? Karine va être là, puis vous allez discuter de Oui. mes funérailles ensemble. Oui. Fait que je suis arrivée là-bas pour la visiter, puis elle m'a dit j'ai Karine là qui vient à 10h là pour m'aider à organiser la célébration de vie. Et j'ai dit OK, t'as-tu besoin de mon aide? Elle dit écoute, je me sens pas assez bien pour la rencontrer, voudrais-tu la rencontrer? Fait que, mais je pense que c'était mieux avec moi qui voulais pas nécessairement être confrontée par ça. Je pense que c'était mieux de me C'était placer. la porte comme... Moi, la porte ouverte. Ouais. Elle dit, j'aimerais ça que vous vous parliez. Karine va savoir, tu sais, comment nous aider. À ce moment-là, elle parlait moins. Elle était beaucoup plus fatiguée. Mais j'ai compris entre les lignes qu'elle souhaitait qu'on s'en occupe ensemble. Qu'on continue le projet qu'elle avait entamé. La maison de soins palliatifs, il y avait un prêtre et une célébrante qui travaillaient là. Donc, elle les faisait venir dans sa chambre, puis elle travaillait avec eux sur les textes. Il lui lisait des textes, puis elle les choisissait avec eux. Elle les a préparés jusqu'à la toute fin. Même la veille, avant de tomber dans le coma, elle faisait des révisions de ces textes. Puis ça a été une surprise jusqu'à la cérémonie, là. On les savait pas. Ah ouais, OK. Tout ce qui est organisation, sélection du lieu, les fleurs, c'est Karine et moi qui s'en sommes occupés en validant avec elle. Donc, on lui envoyait des photos, tu sais, des fleurs, les couleurs. Qu'est-ce que tu veux comme type de repas? Est-ce que tel lieu, ça te convient? Puis là, elle validait oui, non, je suis pas certaine. Donc, on avait son opinion. Puis ça, même si j'ai trouvé ça extrêmement confrontant, mon Dieu que j'ai aimé ça. Tu sais, j'ai pas de doute. Es-tu contente? Est-ce qu'elle aurait aimé cette célébration-là? C'était-tu à son image? 100% que c'était à son image. On n'a aucun doute là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai apprécié, ce processus. J'ai apprécié le faire de son vivant. Je crois que ça m'a aidé par rapport à entamer mon processus de deuil. Tu sais, moi, j'étais vraiment dans le déni jusqu'à ce que je doive commencer à préparer ses funérailles. En me mettant dans l'action, puis en commençant à anticiper le après. Parce que moi, j'étais complètement fermée là, à anticiper ça après-là. Je voulais faire comme si de rien n'était avec elle. Je voulais vraiment pas parler de la mort. Non, elle va revenir chez elle, ça va être correct. Donc, je crois que ma mère me connaissait bien, puis elle savait que j'avais probablement autant besoin de ce projet-là qu'elle. J'ai senti que je lui devais ça. D'accepter de préparer ses funérailles avant son départ, d'accepter d'avoir ce dialogue-là avec elle. Puis bon, elle manquait d'énergie puis de temps finalement pour terminer sa préparation par elle-même. Au début, elle disait, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire ma cérémonie au salon funéraire. Puis j'avais appelé pour m'informer, pour savoir, on peut-tu faire la cérémonie ailleurs, puis vous allez quand même nous accompagner pour ce qu'on a de besoin. Puis il n'y a pas de problème. Le salon funéraire a été super ouvert à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que je crois que les gens trouveraient important de savoir, c'est qu'il n'y en a pas de règles. Ils sont très respectueux aussi. Tu sais, c'est les dernières volontés d'une personne. Ils sont très ouverts à prendre un parcours différent, puis nous accompagner à la carte, si on peut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on a contacté le salon. Elle avait choisi son salon. Oui, aussi. Elle avait choisi, évidemment. À quoi je pense? C'est ça. Donc, on savait déjà qui appeler. Puis, elle voulait pas d'exposition. Elle voulait que ce soit seulement la famille dans sa chambre, à la maison de soins palliatifs, là, qui lui fasse un dernier au revoir. Là. Donc, le jour de son départ, comment ça fonctionne, c'est que la maison de soins palliatifs te laisse vraiment tout le temps dont tu as besoin avec la personne décédée. Puis ma tante est infirmière en soins palliatifs. Elle travaille à cette maison-là. Donc, elle avait tout préparé, ma mère, avec une belle robe. Puis on a pris le temps qu'on avait à prendre avec elle. Puis quand tout le monde a été prêt, on a appelé la maison funéraire qu'elle avait choisie. Et eux se sont occupés des cendres parce qu'elles souhaitaient être inhumées. Nous autres, on avait choisi un genre d'hôtel qui faisait face à une montagne pour sa célébration. Donc, ils nous ont livré les cendres à temps pour la cérémonie. Ça a été vraiment le seul lien, si je peux dire, avec la maison funéraire. Même l'urne, on l'a pas choisie à la maison funéraire. On a trouvé une artiste céramiste qui fait des urnes personnalisées. Ils peuvent t'accompagner de A à Z
de la maison funéraire, mais c'était nous qui souhaitions faire les choses différemment. Je voyais ça comme le dernier cadeau que je pouvais offrir à ma mère. Donc, c'était important pour moi de réaliser sa volonté. Même si c'était confrontant, je me disais, c'est le dernier geste d'amour que je peux lui montrer. Puis au niveau du deuil, je trouve que ça aide de travailler sur quelque chose. Ça fait un projet. Tu dois travailler sur cette célébration-là, donc être encore vivante avec toi. Ça a été vraiment après, au bout du projet, au bout de mon geste d'amour, si on peut dire. Là, je pouvais fermer le livre, fermer le chapitre, tu sais, de ma vie. Excusez-moi, les larmes coulent. Mais c'était vraiment une belle façon de fermer ce chapitre-là de sa vie, puis finalement de la mienne, parce que les funérailles, c'est le dernier souvenir qu'on veut probablement laisser. Donc, c'est tellement important. Un baptême, c'est important. Un mariage, c'est important. Et les funérailles aussi, c'est important, même si on veut pas y penser. Puis c'est quelque chose qui peut faire peur. J'ai commencé à avoir des discussions avec mon père. Il y a une maladie dégénérative. Puis maintenant que je sais qu'avec ma mère, c'était tellement des détails précieux et aidants qu'elle nous a donné. Je veux savoir où est-ce que tu veux faire ça, comment. Même si on est d'avance, je veux juste avoir son son de cloche. Comme ça, si ça arrive, ben, je vais avoir un peu une petite idée. J'imagine que ça a dû l'inspirer aussi, lui, quelque part, de vivre ça. Oui, il veut la même chose. C'est ça qu'il a dit? Bon, c'est pas compliqué, hein? Le même buffet, le même hôtel, tout pareil. Il n'y en a pas de problème. Est-ce qu'on va? Oui, on va voir le côté. C'est environ, 4 heures? Après, oui, location, c'est pour 4 heures. Un après-midi. On dit 4 heures, c'est bien, parce qu'au-delà, c'est quand même fatigant émotionnellement. Puis moins, évidemment, si on n'est pas nombreux, ça suffit aussi. Ouais. Cette salle est vraiment pour la cérémonie. On le sent. Tu parlais de quelque chose de solennel ou de sacré quand on rentre. Oui. Déjà, ce silence que tu retrouves dans un cimetière, certainement. Exact. Il y a comme un respect qui se place. Du défunt, puis de la famille, puis de l'émotion associée à tout ça. Puis je vois qu'il n'y a pas aucun comme symbole religieux ou il y a comme un dépouillement. Exactement. C'est très épuré. On peut amener des objets, on peut venir avec notre bagage culturel ou religieux. Et on offre à la famille le choix d'un célébrant. Il choisit s'il veut un prêtre catholique, un pasteur protestant, bien un ritualiste laïque. La cérémonie, à proprement dit, va durer normalement 45 minutes et 1 heure. En fait, où il y aura les témoignages. Sinon, avant ça, il y a une période d'accueil. Puis après, il peut y avoir une période conviviale, soit avec nourriture ou sans nourriture. Donc, il va y avoir une arrivée progressive des gens, un échange, puis finalement, le moment culminant, c'est toujours l'hommage ou la cérémonie. Ça, c'est le standard, mais il y a des gens qui, parce qu'ils veulent représenter la personne, qui n'étaient pas très à l'aise socialement en public, qui n'aimaient pas être sous la sellette, des fois, par respect pour ça, ils vont faire une période de X nombre d'heures, puis il n'y en a pas de cérémonie, il n'y a que des photos qui circulent. Moi, je remarque que les familles veulent pas tant retarder la cérémonie parce qu'ils ont vraiment besoin des funérailles pour commencer le processus du deuil. Et que si c'est retardé, on dirait que c'est comme un caillou dans la chaussure et que tant que ça s'est pas fait, ils peuvent pas passer à l'étape suivante. Mais il y a des gens qui peuvent s'allouer un petit peu plus de temps. Surtout avec la crémation, si on veut enterrer, il faut faire ça plus rapidement. Mais avec la crémation, une fois que l'urne est prête, on peut se donner 1 semaine de plus ou 2 semaines de plus. Puis faire participer les autres membres de sa famille. Plutôt que de tout faire tout seul dans l'urgence, se dire on va se prendre 2 semaines, puis chacun va participer. Peux-tu, toi, t'occuper de la musique? Peux-tu, toi, chercher avec moi une activité pour les enfants? Et ça devient vraiment quelque chose de rassembleur. Mais il y a des différences individuelles dans la réaction. Il y en a un qui est super pressé, l'autre il dit « Oh, moi, regarde, j'ai besoin de temps ». L'autre qui modère entre les deux. Mais c'est une stratégie. On s'accroche au concret pour repousser à plus tard l'émotion, en fait. Parce que je suis pas prête à la gérer. Donc d'abord, je gère le concret et on verra ensuite les émotions. C'est ça. L'émotion, on veut pas la sentir tout de suite, donc on s'occupe. Donc ça, en fait, c'est un mécanisme de défense. C'est la rationalisation. Les papiers. C'est ma préférée, personnellement. Oui. Elle est très pratique. En plus, elle est efficace. On abat du travail et on fait des choses. Parlant de faire des choses, de papier, impossible ici de ne pas parler de testament. Le mien est toujours pas fait. Je voulais pas te le dire. Tu sais, je me suis retenu. Bonjour, mon nom est Michel Beauchamp. Je suis notaire émérite depuis 35 ans. Oui, Michel Beauchamp, excellent vulgarisateur, cofondateur du cabinet de notaire Beauchamp-Gilbert Notaire. C'est un spécialiste des liquidations de succession, des tutelles et des curatelles.
Il est aussi chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal depuis plus de 25 ans. Il est président du conseil d'administration d'Éducalois. Il est formateur et conférencier pour la Chambre des notaires et le Barreau du Québec. En 2016, il a fondé Magistrum Formation et Conseil Inc., une entreprise de formation juridique pour les praticiens. En 2017, il s'est vu remettre la médaille d'honneur de la Chambre des notaires du Québec. En plus, il a signé plusieurs articles, ouvrages, puis vous l'avez peut-être même vu dans votre télé, notamment dans l'émission Chicane d'héritage, diffusée sur la plateforme Illico+. En somme, c'était la personne toute désignée pour me parler de testament. Et question de ne pas s'y perdre, je vous précise que le terme liquidateur, utilisé à maintes reprises au cours de cet entretien, signifie la personne chargée d'assurer le règlement d'une succession, aussi appelé exécuteur testamentaire. Mais je dois te dire que tu es dans 50 % de la population. Ah ouais? C'est fascinant de voir qu'en 35 ans comme notaire, la statistique est identique. Tu sais, faire un testament, tu n'as même pas besoin de notaire. Hein? Tu prends un bout de papier, tu jettes sous signé d'un tous les biens X, puis tu viens d'avoir un testament. Alors, c'est pas juste une question d'argent, une question de c'est compliqué, c'est une question que psychologiquement parlant, tu es en train de penser à ta mort, à ta disparition. Le plus beau geste d'amour pour ceux qui vont rester, c'est de faire un testament. Si tu veux créer des proches, tu sais là, t'aimes pas tes proches, là, je vais te le dire, la première chose à faire, c'est de pas faire de testament. Mais il y en a que le geste d'amour se transforme en cauchemar parce que c'est mal fait. Moi, j'ai longtemps tapé le clou de « fais ton testament ». Puis là, à un moment donné, tu te dis « écoute, en 35 ans, la statistique est identique. » Fait que ce qu'on va faire, on va plutôt leur dire de réactualiser leur testament parce que, tu sais, là, le couple normal, 60 ans mariés, 3 beaux enfants, c'est un peu fini, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des gens qui ont eu plusieurs tranches de leur vie, qui ont plusieurs enfants de plusieurs unions. Puis, à un moment donné, quand ta vie change, ton testament change aussi. Puis, il faut qu'ils suivent ton évolution. C'est comme des gens qui font des testaments quand ils ont beaucoup de sous, puis ils décèdent, sont à la retraite depuis 25 ans. Fait que les nombreux cadeaux qu'ils ont fait dans le testament, c'est maintenant impossible. Alors, tu annonces aux héritiers que, tu sais, le million qu'ils te donnaient, là, c'est 8 000 maintenant que tu vas recevoir. Quand tu changes d'emploi, puis tu as un nouveau salaire, tu refais ton budget. Quand tu es sur le point de prendre ta retraite, tu refais ton budget parce qu'on a moins de revenus. Pense donc à refaire ton testament. Puis nous, on dit aux gens, tu fais ton testament, à chaque année, sors-le de l'enveloppe. Tu n'as même pas besoin de m'appeler. Fais juste le lire, puis regarde s'il représente ta volonté. Ça coûte combien faire un testament? Tu sais, un testament en moyenne, le simple, là, je donne toi à ma conjointe, puis des fois à mes 2 beaux enfants, là, c'est environ 500 $. Mais là, c'est sûr que si tu as des enfants mineurs, tu veux faire une fiducie, ta situation est plus complexe, ça nécessite évidemment un testament plus complexe. Fait que là, ça peut augmenter, ça peut être 1000 à 1500. Mais un testament simple, ce qu'on appelle, nous, un testament de base, tu te donnes mutuellement, puis des fois à tes 2 enfants, on parle d'à peu près 500 $. C'est sûr que si tu commences à rajouter toutes sortes de petits legs à gauche puis à droite, ça peut devenir plus compliqué. Mais quand tu t'en vas faire ton testament, ce qu'il faut que tu penses, c'est qui je veux protéger. Quand tu dis, moi, là, je fais un testament parce que j'ai de jeunes enfants, j'ai un conjoint que je veux protéger, j'ai peut-être un frère que je veux aider, j'ai peut-être ma mère qui en arrache d'envie, alors, comment je veux les aider? Puis là, on va tuer la croyance populaire. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, ils chicaneront pas. T'as pas besoin d'argent de te chicaner. La bague de papa, puis l'alliance de maman, tout le monde la veut. T'as une fille, 3 gars, puis il n'y a rien dans le testament. La fille, elle dit, m'a prendre l'alliance. Puis là, le gars, il dit, ma femme aussi, elle aimerait l'alliance. Oh, là, si tu penses que ma belle-sœur va porter les bijoux de maman, puis là, c'est parti. Pour l'alliance, qui vaut peut-être 200 $. Ça prend pas grand-chose. Parce qu'il faut jamais oublier que dans une succession, les problèmes successoraux ne datent pas du matin du décès. C'est de l'accumulation familiale. 5 ans, 10 ans, 15 ans, il s'est passé quelque chose. Papa a payé tes études, moi, il ne me les a pas payées. Puis là, ça monte. Tu sais que le stress numéro 1 dans l'échelle de stress, c'est la perte d'un être cher. Puis là, on va tous s'asseoir tranquillement à la table, puis on va discuter. Ben oui, toi. On me pose souvent la question, c'est quoi le pourcentage qu'il y a de la chicane dans les successions? Dans les 6 premiers mois, 100 %. Ah, ouais? Ben, c'est trop. Tout le monde est trop à broye. Je te dis pas que c'est de la grosse chicane, je te dis pas qu'après 6 mois, on est en procès, mais ça commence comme ça. Alors là, si tu rajoutes que ton frère a été nommé liquidateur, puis il vous parle pas trop de ce qu'il fait, puis là, tu commences à t'inquiéter, tu regardes ça, tu dis « Eh boy, là, il me semble mon frère est allé à la banque, il a vidé le compte, il me semble papa, il y avait de l'argent caché quelque part, puis ça y est, c'est parti. » Tu sais, malheureusement, là, on parle pas de notre argent, puis on parle pas à nos enfants de notre travail, des avoirs qu'on a et tout ça. Il y a une tendance aux États-Unis, entre autres, qu'on appelle le family will. Si tu veux éviter les problèmes, parle-en dès maintenant. Regarde, le chalet, là, je le donne à Pierrot, parce que Pierrot, il a toujours voulu le chalet, puis les autres, vous le voulez pas. T'as bien raison, papa, on le veut pas, le chalet. Tu donnes le chalet à Pierrot. Au moment du décès,
C'est automatique, ça avait été dit. Puis les gens n'ont pas conscience que le fait de ne pas en parler, ça peut créer des problèmes après le décès. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un client, il a 2 enfants. Puis il y a 10 ans de différence entre les 2 enfants. Le plus vieux, médecin, il fait de l'argent, tout le kit. Le plus jeune, t'es encore à l'école. Il me dit, je vais répartir ça 70-30. Mon fils, médecin, pas besoin d'argent. Puis mon plus jeune, il va avoir besoin d'argent parce qu'il est encore aux études. Là, je dis au client, t'en as-tu parlé? Non, pourquoi? Moi, je pense que tu devrais en parler. Il me rappelle 2 semaines après, il me dit, mon gars m'a dit, est-ce que c'est la hauteur de ton amour envers moi, le pourcentage que tu me donnes? Fait que, finalement, il a fait 50-50. Puis son fils, il a dit, tu sais, papa, je vais toujours m'en occuper de mon petit frère. C'est sûr et certain. Mais si tu m'avais donné juste 30, j'aurais considéré que tu m'aimais moins. Moi, j'ai des dossiers, il y a des gens qui ont fait des dépressions, qui ont perdu leur emploi, qui se sont suicidés, qui ont eu le cancer, que les familles ne se parlent plus. Il y a des familles, là, 2 frères comme ça, les neveux et nièces, c'était comme des frères, mais depuis la chicane successorale, il n'y a plus personne qui se parle. Fait que les dommages collatéraux reliés à la liquidation d'une succession. Et tout ça est parti d'un testateur qui n'est pas allé dire aux gens, regarde là, je vous le dis, c'est de même ma succession. Moi, je dis aux gens, c'est simple. Fais-moi une liste de, je fais affaire avec telle succursale d'institution financière. J'ai tel notaire, tel avocat, tel comptable, mon planificateur financier. T'as-tu des REER, t'as-tu des CELI, t'as-tu un immeuble, des placements? Fais une liste, ça va être assez. Moi, je veux pas savoir les numéros de compte, je veux pas savoir le montant, c'est pas important. Mais dire que je fais affaire avec Desjardins à tel endroit, on va écrire à cet endroit-là, ils vont tout nous sortir. Mais quand tu sais pas ce qu'ils font affaire, hey, ça prend Sherlock Holmes. C'est où? C'est ça qui coûte cher dans une succession, c'est de retracer les actifs et le passif. Tu sais, aujourd'hui, là, la personne techno, moi, j'ai plus de papier. C'est en ligne. Ouais. Bravo! Au moment de ton décès, la ligne est où? Dans le nuage, avec toi. Si jamais une personne décède, il faut toujours faire un inventaire successoral pour savoir l'actif et le passif. C'est sûr que si la succession est déficitaire, tu vas renoncer à la succession. Quand tu renonces à la succession, tu renonces aux actifs et aux passifs. Puis il y a une division de Revenu Québec qui s'appelle les biens non réclamés, qui vont gérer les successions insolvables. Donc, c'est l'État qui gère ça, selon une procédure privée au Code civil et tout ça, mais les héritiers ne sont pas responsables des dettes. Tu fais un inventaire avant de payer quoi que ce soit, puis un coup, tu as fait un inventaire. Si c'est solvable, tu payes tout le monde. Si c'est insolvable, il y a une procédure à suivre. Ça s'apparente un peu à une faillite. Des fois, là, on dit aux gens, aux liquidateurs surtout, viens me rencontrer 1 heure. Puis moi, t'expliquer, puis après ça, tu feras ce que tu voudras, mais au moins, je vais t'aiguiller. 9 fois sur 10, le liquidateur dit, ouf, pense moi vous mandater parce que c'est beaucoup trop. Moi, je dis souvent aux clients, as-tu un emploi à temps plein? C'est parce que t'en as un deuxième, t'es liquidateur. Et de plus en plus, les gens nomment des professionnels liquidateurs parce que ton fils est à Vancouver, ta fille est à New York, ils ont des jeunes enfants, ils ont de l'ouvrage, tout le kit. Puis là, tu vas dire, t'es liquidateur. Puis ça, c'est entre 9 et 5. Hein. C'est pas le soir, puis c'est pas les fins de semaine. Puis une liquidation de succession, là, c'est comme marchand en forêt où il y a des pièges à ours. J'espère que tu mettras pas le pied dessus. Depuis 2002, je travaille avec le gouvernement sur un plan de simplification des règles successorales. Ça a duré 14 mois. Notre rapport est déposé au gouvernement. On a déposé ça cet été. Tu sais, présentement, il faut t'écrire à 41 organismes gouvernementaux. Toi comme notaire? Ou toi comme liquidatrice, ou toi, pour t'écrire partout, ça n'a aucun bon sens. Puis à chaque lettre, tu te demandes les mêmes papiers. Là, fini. Guichet unique. Tu vas déposer ça au registre des droits personnels et réels mobiliers et l'État va aller se servir. Wow! Ça va être mis en place bientôt. Mais là, le projet de loi peut-être cet automne ou au début 2025. Testateur, je connaissais pas. Puis toi, tu es une testatrice. Moi, une testatrice, très heureuse d'apprendre ça. Voilà. Testatrice qui n'a pas de testateur. Un jour, tu vas tester, puis tu vas faire un testament, puis tu vas devenir une testatrice. Alors là, sur ta carte d'affaires, tu vas pouvoir rajouter testatrice. On va souhaiter que toute la population du Québec fasse pareil. Voilà. Bonjour. Oh, allô. Comment tu t'appelles? Louis-Philippe. Annie. Simon. Yann. C'est quoi la chanson que tu aimerais faire entendre à tes funérailles? Je vais dire... Oh my God, c'est quoi cette question-là? De la musique qui bouge. Genre, peut-être, là, spontanément, là, sans réfléchir. Tom Petty and the Heartbreakers. Falling? C'est-tu ça, Falling? Fallen? Free Fallen. Free Fallen. J'hésite entre Charles Aznavour et Mathieu Chédid. Ça peut être du Madonna, ça peut être quelque chose qui va juste donner le goût de danser puis célébrer la vie. J'avais 20 ans parce que je trouve que c'est formidable. Je te dirais peut-être une espèce de tune de death metal, juste pour que là, on fait, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Mais en même temps, j'ai le goût que ce soit le party, puis Baya de Mathieu Chédid ou tout son album jaune, je mettrais ça juste pour comme que les gens dansent puis fassent comme on a quand même eu du fun avec le groupe. À partir du moment où les gens ont de la peine,
Il y a plein d'émotions qui les envahissent et la peur de se faire avoir et de se faire manipuler dans un moment de vulnérabilité. C'est tout le travail du conseiller aussi que de créer un lien. Il faut être honnête, authentique, transparent avec les prix, etc. Et c'est souvent que les gens, ils arrivent, ils veulent même pas nous serrer la main, puis quand ils repartent, ils nous prennent dans leurs bras. Il y a des gens qui tendent à comparer les services funéraires avec les services de la santé. Mais c'est deux mondes. La santé est subventionnée, prise en charge par le gouvernement. Les services funéraires, aucunement. C'est une entreprise. La bâtisse, les taxes, on les paye. L'électricité, les factures, on entretient cette bâtisse-là annuellement et pour avoir une saine rentabilité d'entreprise, pour pouvoir donner des emplois aux gens qui vont nourrir leur famille, avoir certains avantages sociaux on est comme toute autre entreprise. Alors, ces espaces, ces grands espaces qu'on entretient, dont on paye les factures, dont on paye les taxes, il faut les rentabiliser. Donc, on doit louer ces espaces-là à un certain prix. Donc, on n'est pas dans un service public, on est dans un service privé. Et une chose qui serait plus dans l'intérêt du public, c'est qu'ils osent s'informer plus à l'avance, qu'ils osent se préparer. Parce qu'en fait, si les gens reprennent plus leur pouvoir, entre guillemets, de consommateurs, bien, c'est là qu'il pourrait y avoir une influence pour que tout se régule. Il va y avoir des prix pour tout budget, comme dans toute industrie. Tu as le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui décides. Et de là, nous, on essaie de sensibiliser les gens sur l'importance de planifier à l'avance. Les gens ont déjà comme plus tendance à dire, bien, il faut que je sois assurée, il faut que j'aie un testament. Troisième étape, il faudrait que je détermine quelles sont mes volontés. Comme on planifie sa retraite, ce serait donc planifier, en fait, sa fin, peut-être d'économiser ou de s'ouvrir un compte. Parce que c'est coûteux, là, on n'en a pas parlé encore, mettons la totalité de la chose, mais moi, j'entends souvent que c'est comme au-delà de 10 000 $ à peu près, là, une funéraille moyenne, si je peux dire. Je dirais que ça va de 3 000 à, bon, c'est sûr que il n'y a pas de fin, là. On peut avoir un cercueil avec de l'or dessus. C'est ça, ça pourrait être 100 000 $, mais disons, je vous dirais plus entre 3 000 et 15 000, qu'on voit le plus souvent. Et puis, entre 10 000 et 15 000, c'est quand on enterre, normalement. Okay. Et entre 3 000 et 10 000, là, c'est parce que quand même, on peut personnaliser beaucoup. On peut recevoir les gens avec de la nourriture, on peut faire des montages vidéo spéciaux, faire des choses qui sont des honoraires, finalement. Au-delà des sous, moi, cette visite-là me fait me rendre compte à quel point émotivement, ce rituel-là, ce passage-là entre la vie et la mort, cette réunion-là aussi, des gens qui ont aimé cette personne-là, refaire le contact, c'est précieux aussi. Ben merci d'avoir pris le temps de faire tout ce tour, Laurence. C'est formidable. Comment tu te sens? C'est pareil? Je me sens bien. J'ai envie de préarranger ma mort. Ben voilà. Non, mais je trouve ça le fun parce que moi, je suis une personne très créative, puis de me rendre compte qu'on peut continuer à l'être au-delà de la vie, je trouve ça formidable pour vrai. J'ai découvert l'existence de ce phénomène-là, de rite de deuil collectif, qui est venu vraiment répondre à un besoin. Fait que des gens se rassemblent dans un contenant rituel et vont exprimer leur peine, désarroi, tristesse, colère, dans une forme. Mais on n'est pas ensemble pour une seule personne, on est ensemble parce que moi, je suis encore en deuil de X, Y, Z. Toi, tu es en deuil de ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les victimes innocentes, tu as besoin de le bouger. Bon, mais ce lieu-là, il sert à ça. Fait que je trouve ça magnifique. Et de l'autre côté de ça, souvent, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a de la joie qui émerge. C'est comme si de se donner la permission d'aller toucher à cette peine-là puis d'avoir une place sécuritaire pour l'exprimer. Il y a tellement comme une satisfaction de « Ah, wow, merci, ça fait du bien. » Puis « Ah, allô, mon frère, ma sœur. » Il y a quelque chose d'une sororité, fraternité, adelphité qui émerge, que ça amène à tout d'un coup un désir de joie. Ouais. C'est beau, c'est bouleversant, c'est touchant. Semble-t-il aussi qu'il y a des études qui ont été faites où ils ont pris des groupes, peu importe, là, d'étudiants ou d'employés, et à un certain groupe, ils leur faisaient faire des rituels, puis à d'autres, non. Et ils voyaient leur allégeance après, entre eux, leur solidarité, puis c'était différent. Il y avait plus de « Hey, tu peux compter sur moi ». Il y avait plus comme un soutien. Les gens étaient plus prêts à prendre soin les uns des autres que le groupe qui n'avait pas fait de rituel dans les mêmes tâches données. Fait que ça crée vraiment de l'humanité. Ouais. Ça crée de la reliance. Immense merci à Stéphane Crête, Cédric Gautreau, Alexandre Sicotte, Catherine Jing, Karine Couillard, Michel Beauchamp et à Sarah Patrice et Joanne Cadieux de l'équipe Memoria qui nous ont si généreusement ouvert leurs portes. Merci renouvelé au Studio Edgar et à ma fabuleuse collaboratrice, Laurence Régnier.